Donc effectivement, la semaine dernière a eu lieu la réunion de l'ARVO à Seattle. Et le choix des communications que je vais vous présenter n'est pas un choix qui relève de mon simple jugement. On fait partie d'un groupe de jeunes glaucomatologues qui viennent d'un petit peu du monde entier. Et nous avons sélectionné les communications qui nous ont paru les plus intéressantes, avec notamment des communications de physiopathologie, des nouveautés en termes de diagnostic, d'imagerie, de téléglaucome et de thérapeutique, tout ça en moins de 10 minutes. C'est possible. Alors, il y a eu un symposium qui était absolument incroyable sur les dendrites et les synapses dans le glaucome. Et laissez-moi tout d'abord vous rappeler qu'une cellule ganglionnaire rétinienne, c'est un corps cellulaire, qui est donc ici, un axone qui est d'une grande fragilité parce que, comme dirait Alain Bron, si le corps cellulaire d'une cellule ganglionnaire rétinienne était de la taille d'une pomme, l'axone ferait lui 800 mètres. Donc ça contribue en partie à la grande vulnérabilité de cette cellule. Et puis enfin, nous avons des dendrites. Les dendrites qui sont donc ces extrémités que nous avons autour du corps cellulaire. Et lorsqu'on fait des modèles expérimentaux de glaucome, on se rend compte que quand on a une hyperpression oculaire, ce qui se détériore en premier, ce sont les dendrites de ces cellules ganglionnaires rétiniennes, puis les axones, et puis enfin, en dernier lieu, le corps cellulaire. Donc le corps cellulaire, il est capable de résister pendant presque 2 semaines à une hypertension oculaire, alors qu'en tout premier, ce sont les dendrites qui vont dégénérer. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous comparez votre dendrite à une haie d'arbre, votre haie d'arbre est saine, vous ne voyez pas au travers, pas de problème. Si vous avez simplement un trou, mais qu'autour, votre haie est globalement saine, le champ visuel va être à peu près compensé. Là où arrivent les problèmes, c'est quand votre corps cellulaire de votre cellule est détruite, et c'est là malheureusement que les anomalies arrivent dans le champ de vision. Et c'est là que peut jouer la neuroprotection, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'en injectant certaines substances au niveau intraoculaire, comme par exemple ici dans cette étude du facteur neurotrophique dérivé du brain derived neurotrophic factor, on peut régénérer ces dendrites. Et sachez que ces dendrites, chaque cellule ganglionnaire est capable de communiquer avec 10 000 autres cellules ganglionnaires. Et plus on est jeune et plus on a la capacité de multiplier ces dendrites pour pouvoir combler un petit peu les déficits du champ de vision et améliorer le champ de vision. Donc c'est quelque chose qui est probablement du futur, mais les thérapeutiques qui peuvent dériver de ces injections sont extraordinaires. Dans un tout autre domaine, et Alain en parlait ce matin, cette étude tout à fait formidable qui a analysé les mouvements, les contraintes qui peuvent être imposées ici à la racine du nerf optique lorsqu'on réalise des mouvements d'adduction et d'abduction. Un mouvement de simplement 13 degrés crée plus de stress au niveau du nerf optique qu'une hypertonie intraoculaire de 50 mm de mercure. Donc effectivement, vous voyez qu'on est encore loin de tout savoir et ces modèles biomécaniques nous aideront certainement dans la compréhension du glaucome. Du nouveau dans la prise en charge diagnostique, beaucoup de communication sur l'effet plancher. Alors vous savez que quand on mesure ici par exemple le paramètre RNFL, on mesure les axones de nos cellules ganglionnaires, mais on mesure aussi tout un tissu de soutien qui correspond à de la glie, tant et si bien que quand votre glaucome progresse et que les cellules ganglionnaires dégénèrent, votre complexe RNFL diminue, mais quand on arrive à un palier d'environ 45-50 microns, on continue à mesurer quelque chose alors que les cellules ganglionnaires continuent à dégénérer. Et aujourd'hui, il est classiquement admis que dans les glaucomes sévères, le paramètre RNFL n'est plus un bon paramètre pour suivre la maladie. Et plusieurs communications sont revenues sur ce concept-là et ont essayé de mettre en évidence en spectral OCT quel est le paramètre qui peut être le plus tardivement suivi. Et notamment, ces études ont l'air de montrer que le complexe ganglionnaire maculaire peut continuer à évoluer même dans les stades avancés. Et c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez que dans 36% des cas, même dans les glaucomes avancés, on continue à avoir le complexe ganglionnaire maculaire dégénéré. Et donc, plusieurs études le montraient. Et la conclusion de cela, c'est que même quand vous avez un glaucome avancé, essayez de faire une analyse du complexe ganglionnaire maculaire et de voir dans le temps s'il évolue. Cela pourra vous aider. La même équipe s'est intéressée à savoir, dans ce même complexe ganglionnaire maculaire, est-ce qu'il y a une localisation qui est préférentielle? Alors, il y a un nouveau paramètre ici qui est une analyse en cartographie qui est un petit peu plus grande et qui élimine le centre du complexe ganglionnaire maculaire pour ne pas être gêné par des éventuelles anomalies maculaires. Et on voit que c'est la localisation nasale inférieure du complexe ganglionnaire maculaire qui est plus intéressante. Alors, du nouveau dans l'imagerie du glaucome, c'est bien sûr l'OCT en géographie.
Alors très brièvement, qu'est-ce que l'OCT en géographie? C'est en fait une technique qui va additionner, qui va repérer les vaisseaux au niveau d'une coupe, et quand on additionne les coupes les unes par rapport aux autres, on arrive à recréer une structure en 3 dimensions de l'axe vasculaire. Et on va pouvoir déplacer ce qu'on appelle le slab. Le slab, ce sont des localisations dans la rétine que vous pouvez faire monter ou faire redescendre pour analyser le plexus vasculaire superficiel, donc ces gros vaisseaux, ou un plexus capillaire un petit peu plus profond. Voilà, par une formule assez indigeste, ce qu'on peut retenir, l'index de flux et la densité du flux vasculaire. Et il y a eu au moins une trentaine de papiers sur cette nouvelle technique d'imagerie qui montrent qu'en effet, dans le glaucome, on a une diminution de la vascularisation autour du nerf optique et autour de la macula également. Mais le problème, c'est que c'est une imagerie qui est nouvelle, c'est très intéressant, ça peut être peut-être utile pour le diagnostic ou pour le suivi de la maladie, mais en fait, et what else? Est-ce que c'est, comme on dit, le chicken and eggs? Est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de cellules ganglionnaires qu'on a moins de vascularisation? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de vascularisation que les cellules ganglionnaires dégénèrent? On ne sait pas encore trop quoi faire de ces paramètres-là, mais probablement c'est une technique du futur. Quelque chose de tout à fait nouveau, les défects paravasculaires. Alors, on sait que dans la myopie forte et dans les membranes épimaculaires, on a des tractions dans le complexe RNFL qui font que autour, vous voyez ici, on est sur cette OCT, on a le vaisseau qui est ici, et vous voyez qu'autour des vaisseaux, vous avez des petites tractions au niveau du complexe RNFL. Et quand on fait de l'OCT en face, on voit ces ombres noires autour des vaisseaux. Ça, c'est ce qu'on appelle les périvasculaires défects. Et un fait tout à fait nouveau est qu'on retrouve ces périvasculaires défects dans 21% des patients glaucomateux contre 3% des contrôles. Et le glaucome peut être un facteur de risque indépendant de la survenue de ces défects périvasculaires. Et c'est peut-être quelque chose qu'on sera amené à rechercher quand on se pose la question d'un glaucome. Des nouveaux appareils, entre guillemets, des OCT portables qui ont été présentés avec une relativement bonne sensibilité, bonne spécificité par rapport à des appareils plus connus. Et ce dispositif qui est un gonioscope statique automatique, contact, haute résolution. Alors pour ceux qui font de l'imagerie de la gonioscopie, on sait que c'est une des imageries les plus difficiles à obtenir. Et voilà ce que ça peut vous donner comme image. Donc ça sera tout à fait intéressant pour le futur dans le téléglaucome. Un des paramètres qui nous manque quand on fait du téléglaucome, on peut avoir une photo du nerf optique, on peut avoir un OCT, quelqu'un peut faire un champ de vision à distance, mais la gonio, il n'y a que l'ophtalmo qui est capable de le faire, en tout cas en France. Et cet appareil-là pourrait être intégré justement dans des éventuelles prises en charge à distance. Et j'en viens justement à la télémédecine et glaucome, qui était vraiment un des thèmes phares de cet ARVO. On sait qu'aujourd'hui, on a 60 millions de glaucomateux dans le monde. Demain, ça sera 80 millions avec 22 millions de non-voyants. Et on va avoir de plus en plus de mal à absorber nos consultations qui sont déjà surchargées. D'où le concept de la télémédecine qui est déjà à l'étude en France. Et la télémédecine, c'est le fait qu'un médecin à distance puisse avoir accès en temps réel à des examens de screening qui sont faits par des auxiliaires et pouvoir établir un diagnostic ou faire du dépistage de glaucome. Et alors, il y a eu tout un tas de présentations faites, dont notamment la réalisation d'un champ de vision sur des tablettes. Donc le patient a accès à un site et peut réaliser son champ visuel, et on voit qu'on a une très bonne corrélation avec le champ visuel Humphrey que l'on a aujourd'hui. Donc c'est encore à l'étude, ça n'est que le début, mais ce sont des choses qui sont très prometteuses. Et cette étude qui a montré que la télémédecine pouvait être successful, accurate and highly correlated à ce qu'on peut faire en consultation standard. Cette présentation de David Crabb, là, on analyse le big data. Alors en fait, on a tous des milliers et des milliers de champs de vision quand on compile tous nos champs de vision. Et l'idée du big data, c'est que peut-on faire de toutes ces données que l'on a? Est-ce qu'on peut en extraire des profils de risque de patients de façon à pouvoir dire à certains patients on va se voir plus tôt, et puis d'autres au contraire essayer de prolonger le délai de suivi de façon à limiter au maximum l'encombrement de nos consultations. Surtout quand on voit, voici ici sur une image de David Crabb, toujours de quoi se plaignent nos patients glaucomateux, pas de ne pas voir, mais peu de communication, beaucoup de temps à attendre pour avoir un rendez-vous, etc. Enfin, et pour finir, des nouveautés dans le traitement du glaucome, des nouvelles molécules. Alors le latanoprostène-bunone qui est maintenant bien installé, on sait que c'est une prostaglandine qui joue sur l'oxyde nitrique. Il s'agit ici d'une phase 3. Donc phase 3, vous savez que c'est sur un grand nombre de patients glaucomateux en double masque, et on voit qu'elle était comparée ici à du timolol. Non seulement cette molécule n'est pas inférieure, mais elle est même plus efficace que le timolol, avec
bien évidemment un peu plus d'effets indésirables, mais qui sont peu importants, principalement de l'hyperémie conjonctivale. Et par contre, des résultats un petit peu moins bons pour les inhibiteurs des rhokinases, avec finalement une efficacité qui est similaire mais pas meilleure que celle du timolol. Et puis pour finir rapidement, des nouvelles voies d'administration, des injections sous-conjonctivales de molécules qui relarguent de façon progressive des molécules hypotonisantes. Et puis ici, des dispositifs implantables en chambre antérieure, bimatoprost, avec une certaine équivalence par rapport au traitement topique, et puis des dispositifs qui permettent de les injecter directement dans les yeux. On voit ici le dispositif en intracamérulaire, avec une étude ici chez le chien et une étude chez l'homme qui montre une bonne efficacité, peu d'effets indésirables. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.